Aujourd'hui, on s'attaque à une figure mythique, Pablo Escobar. Derrière le narcoterroriste, il y a un homme qui a su exploiter les failles d'une société pour bâtir un empire. Comment est-il devenu à la fois l'ennemi public numéro 1 et un héros pour certains? Son histoire, c'est celle d'une ambition démesurée dans une Colombie fracturée, où l'État était absent et la pauvreté omniprésente. Escobar a compris que le pouvoir se gagnait autant par la peur que par la générosité. On va explorer cette dualité. Criminel impitoyable, mais aussi bienfaiteur des déshérités. Prêt pour un voyage au cœur du pouvoir, de l'argent et du sang. Allons-y. Pablo Escobar naît en 1949 près de Medellín, dans une famille modeste, au cœur d'une Colombie rurale marquée par la pauvreté et les inégalités. Son père est fermier, sa mère institutrice. L'environnement est difficile, mais la famille reste soudée, animée par l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Mais la vie n'est pas misérable. Très jeune, Pablo se distingue par son ambition et son intelligence vive. Il rêve de richesse, fasciné par les histoires de réussite et de pouvoir qui circulent dans les rues de Medellín. Il observe, apprend et se forge déjà une vision du monde où il ne veut pas rester dans l'ombre. Rapidement, il abandonne ses études, convaincu que l'école ne lui offrira pas la vie dont il rêve. Il commence par de petits larcins, des vols de voitures, puis s'initie à la contrebande de cigarettes et d'électroménagers, apprenant les ficelles du commerce illégal dans les quartiers populaires. Son audace et sa violence lui valent rapidement une réputation. Il se fait un nom dans le milieu et s'entoure d'hommes de main fidèles, prêts à tout pour lui. Escobar comprend vite que la loyauté et la peur sont des armes aussi puissantes que l'argent. Le vrai tournant arrive avec la cocaïne. Au début des années 70, il perçoit le potentiel immense de ce marché naissant. Il n'hésite pas à investir, à industrialiser la production et le trafic, transformant de simples laboratoires artisanaux en véritables usines clandestines. Pour sécuriser ses routes, il met en place un réseau sophistiqué de corruption, achetant policiers, juges et fonctionnaires. Grâce à ces méthodes, il échappe à la justice et fait prospérer son empire. Là où d'autres voyaient un petit business, Escobar bâtit une véritable multinationale du crime, structurée, organisée et redoutablement efficace. Il impose ses règles et écrase la concurrence. En quelques années à peine, il devient l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés de la planète, entouré de gardes du corps et vivant dans le luxe tout en restant proche du peuple. Les fondations du cartel de Medellín sont posées, marquant le début d'une ère qui changera à jamais l'histoire de la Colombie et du trafic mondial de drogue. Au milieu des années 70, dans une Colombie en pleine mutation, Pablo Escobar réunit autour de lui les plus grands trafiquants de Medellín. La ville, alors en proie à la pauvreté et à l'instabilité, devient le théâtre d'une transformation sans précédent. Escobar, visionnaire et impitoyable, comprend que l'union fait la force. Le cartel naît ainsi, alliance stratégique entre barons comme les frères Ochoa, Carlos Leder et d'autres figures montantes. Chacun apporte ses réseaux, ses contacts et son expertise, formant une organisation redoutable et structurée, prête à conquérir le marché mondial de la drogue. Ensemble, ils contrôlent toute la chaîne, de la culture de la feuille de coca dans les montagnes colombiennes, à la transformation en cocaïne dans des laboratoires clandestins, jusqu'à l'exportation vers les États-Unis, notamment à Miami, où la demande explose. Escobar s'impose rapidement, comme leader incontesté, dirigeant une véritable machine de guerre économique. Son charisme et sa brutalité lui permettent de garder la main sur ses alliés et d'éliminer ses rivaux. À son apogée, le cartel fournit près de 80% de la cocaïne mondiale, brassant des millions de dollars chaque jour. Les cargaisons traversent les frontières, défiant les autorités et alimentant un marché noir tentaculaire. L'argent coule à flot, caché dans des murs, enterré dans des champs ou dépensé dans le luxe. Les fortunes se bâtissent en quelques mois, transformant Medellín et ses environs. Mais cette richesse s'appuie sur une violence extrême. Le mot d'ordre du cartel, plata au plomo, l'argent ou la mort, s'impose partout, semant la terreur dans la population et parmi les autorités. Le cartel devient un véritable État dans l'État, avec sa propre armée de sicarios, des tueurs à gages prêts à tout pour défendre les intérêts de leurs chefs et imposer leurs lois. La Colombie sombre alors dans une spirale de violence sans précédent, marquée par les assassinats, les attentats et la peur qui s'installe durablement dans la société. Pourquoi le cartel a-t-il prospéré? La pauvreté chronique en Colombie a offert un vivier de jeunes prêts à tout.
Escobar leur donne argent, statut et sentiment d'appartenance. La demande explose aux États-Unis et en Europe. Le cartel répond avec une logistique redoutable. Avions, bateaux, îles privées, rien n'est laissé au hasard. La géographie colombienne, entre jungles et montagnes, facilite la clandestinité. L'État, gangrené par la corruption, réagit trop tard. Escobar infiltre tous les niveaux du pouvoir, de la police aux sénateurs. Ce cocktail explosif permet à son empire de prospérer. L'influence d'Escobar dépasse largement le crime organisé. Il vise la politique, cherchant à façonner le destin de la Colombie selon ses propres intérêts. Son ambition ne connaît pas de limite. Il veut être reconnu, respecté et craint à la fois. En 1982, il parvient à se faire élire député suppléant, profitant de son immense fortune pour acheter des soutiens et manipuler les institutions. Ce poste lui offre non seulement une immunité judiciaire, mais aussi une légitimité politique inédite pour un baron de la drogue. Mais le ministre de la Justice, courageux, ose dénoncer publiquement la présence d'Escobar au Congrès. Face à cette menace, Escobar répond par la violence extrême. L'assassinat du ministre marque le début d'une guerre totale contre l'État, plongeant le pays dans la terreur. Juges, policiers, candidats politiques, personne n'est à l'abri. Les assassinats et les attentats spectaculaires se multiplient, semant la peur dans toutes les couches de la société colombienne. Les bombes explosent dans les rues. Les familles vivent dans l'angoisse permanente. Escobar investit aussi massivement dans le football, notamment dans l'équipe Atlético Nacional. Il utilise ce sport populaire pour blanchir son argent sale, mais aussi pour gagner le cœur du peuple, qui voit en lui un bienfaiteur malgré la violence. Mais même le sport n'échappe pas à la violence des narcos. Les stades deviennent des lieux de règlement de comptes. La peur s'infiltre jusque dans les loisirs, et la sécurité est omniprésente lors des matchs. L'argent de la drogue imprègne toute l'économie locale. Villas luxueuses, voitures de sport, fêtes extravagantes, une véritable narcoculture émerge, glorifiant le luxe, la puissance et la violence, et influençant toute une génération. La corruption devient la norme, touchant policiers, juges et même des citoyens ordinaires. La peur s'installe partout, rendant la confiance presque impossible, et la vie quotidienne est marquée par la suspicion et l'insécurité. La société colombienne est profondément traumatisée. Les familles pleurent leurs proches, les quartiers portent les stigmates des violences, et les survivants témoignent d'une époque où la mort pouvait frapper à tout moment. L'empire d'Escobar laisse derrière lui un héritage de sang, de méfiance et de cicatrices encore visibles aujourd'hui dans la mémoire collective de la Colombie. Mais Escobar n'est pas qu'un monstre, il se construit aussi une image de bienfaiteur. Il finance logements, écoles, hôpitaux dans les quartiers oubliés de Medellín. Pour des milliers de pauvres, il est un sauveur, leur offrant dignité et espoir. Le barrio Pablo Escobar, construit sur une décharge, symbolise cette stratégie. En échange, il gagne loyauté et silence. Les habitants deviennent ses protecteurs. Cette dualité fracture la société. Monstre pour certains, héros pour d'autres. Encore aujourd'hui, son image divise, preuve de l'efficacité de sa stratégie populiste. Escobar a compris que la légitimité vient de celui qui répond aux besoins concrets, pas des institutions. Escobar meurt en 1993, traqué par la police et ses ennemis. Sa mort marque la fin d'une ère, mais pas du trafic. D'autres cartels prennent la relève. Son héritage ? La banalisation de la violence et de la corruption comme outil de pouvoir. Plus de 30 ans après, Escobar fascine toujours, entre mythe et réalité. Pour beaucoup de Colombiens, il reste une blessure ouverte, pas un héros de série. Son histoire est un avertissement. Pauvreté, inégalité et institutions faibles créent des monstres. Comprendre Escobar, c'est comprendre comment éviter que l'histoire ne se répète.